Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Géopolitis consacrée cette semaine à Taïwan. Il était présenté par la Chine comme un dangereux séparatiste. Cela n'a pas suffi à intimider les Taïwanais qui viennent de lui accorder leur confiance. Lai Ching-te sera le nouveau président de Taïwan. Son parti, le Parti démocrate progressiste, vient de remporter une nouvelle victoire. Nous verrons quelles sont les conséquences de cette élection. Au-delà des résultats, une partie subtile dans laquelle se sont engagés Taipei, Pékin et Washington va se poursuivre. Pour éviter une guerre, le maintien du fragile statu quo autour du détroit de Taïwan est aujourd'hui la clé d'un équilibre précaire. Nous ferons appel à l'histoire, la grande, pour comprendre les origines de la problématique du statut de Taïwan. Taïwan, vous le verrez sur nos cartes, se situe sur un axe stratégique le long d'une première chaîne d'îles dont le concept avait été élaboré initialement par les États-Unis pour contrer la progression communiste. La tentation est grande pour la Chine de faire sauter le verrou de Taïwan et desserrer ainsi l'étreinte américaine. Enfin, nous nous intéresserons aussi au bouclier des semi-conducteurs brandi par le tigre taïwanais, semi-conducteurs que l'on retrouve partout dans les appareils électroniques. L'île en produit plus de 60% au niveau mondial, dont 90% des puces les plus avancées. Les tensions autour de Taïwan ont provoqué une véritable guerre des puces. Elle a à peine commencé que l'on peut déjà la qualifier d'exceptionnelle. 2024 est bien l'année des élections. Près de la moitié de l'humanité sera appelée aux urnes ces prochains mois dans plus de 70 pays à travers le monde. Et le premier scrutin aux enjeux non sans conséquences pour la stabilité mondiale vient de se jouer à Taïwan. Avant de livrer quelques clés de compréhension grâce à notre invité, Valérie Niquet, spécialiste de l'Asie et auteur de Taïwan face à la Chine, voici tout d'abord un rapide point de situation. Anciennement connu sous l'appellation de Formose, Taïwan est situé au large de la Chine continentale, séparé par un détroit d'en moyenne 160 km seulement. L'île principale de Taïwan forme, avec quelques archipels comme Penghu, Matsu ou Kinmen, la République de Chine, c'est son nom officiel. Taïwan est un peu plus petite que la Suisse, avec une superficie de près de 36 000 km², mais presque 3 fois plus peuplée, avec 24 millions d'habitants. Cet état de fait possède notamment son propre drapeau, sa constitution ou encore sa monnaie, mais il n'est pas ou plus officiellement reconnu par l'immense majorité des pays dans le monde. Car c'est bien son statut légal qui est au cœur des tensions. Face au principe d'une seule Chine revendiqué par Pékin qui considère Taïwan comme une province rebelle, aujourd'hui seuls 12 pays dont le Guatemala, Tuvalu ou encore le Saint-Siège conservent des relations diplomatiques complètes avec Taïwan. Ce cercle se réduit comme peau de chagrin. Nauru, petite nation du Pacifique, vient d'annoncer la rupture de ses relations avec l'île. L'une des forces de Taïwan, au-delà de son économie dynamique, c'est sa vitalité démocratique, jugée exemplaire. La présidente sortante, Tsai Ing-wen, s'affichait d'ailleurs comme un rempart démocratique face à une Chine autoritaire. Son parti, le DPP, Parti démocrate progressiste, a remporté une nouvelle victoire grâce à l'élection de son candidat, Lai Ching-te, connu aussi sous le nom de William Lai, lui qui était présenté par la Chine comme un dangereux sécessionniste. Mais le parti de centre-gauche perd sa majorité parlementaire. Ses rivaux, le Kuomintang et le Parti populaire taïwanais, tous deux réputés plus complaisants avec Pékin, ayant obtenu de bons résultats. Au lendemain de cette élection, le maintien du statu quo, à savoir ni indépendance formelle de Taïwan, ni rattachement à la Chine, reste l'un des enjeux absolument centraux pour le futur de l'île. Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Asie auprès de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur notamment de Taïwan face à la Chine, paru chez Talandier dans la collection Texto. Alors, victoire de Lai Ching-te, c'est un homme politique bien connu à Taïwan, mais aussi en Chine. La Chine qui s'en méfie beaucoup, en tout cas ça c'est le discours, qui le présente comme un dangereux séparatiste. Qu'en est-il réellement? Qui est-il, Lai Ching-te? Alors c'est l'ancien vice-président de la présidente Tsai Ing-wen qui ne pouvait pas se représenter puisqu'elle
qu'elle n'avait le droit qu'à 2 mandats. Donc en fait, on est plutôt dans la continuité. Alors c'est vrai qu'à un moment, il a été présenté comme plus radical que Tsai Ing-wen dans le discours indépendantiste, mais ça fait bien longtemps qu'il est redevenu beaucoup plus raisonnable et que comme la présidente Tsai Ing-wen et comme le parti indépendantiste aujourd'hui, il défend essentiellement le statu quo. C'est-à-dire qu'il ne veut pas évidemment que Taïwan soit avalé par la République populaire de Chine, mais évidemment, il ne va pas non plus déclarer l'indépendance qui serait une frontière à ne pas franchir pour Pékin. Donc on serait, dans ces années, dans ces 4 ans de mandat, dans la continuité, dites-vous, de la présidente Tsai Ing-wen. On a vu quand même des tensions très fortes dans le détroit de Taïwan, mais ce n'était pas dû à sa politique, précisément. Oui, alors Pékin, évidemment, a toujours été favorable au parti d'opposition, le Kuomintang, le parti nationaliste, qui lui reconnaît par principe qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et donc Pékin exerce en permanence des pressions sur le gouvernement du parti indépendantiste, et évidemment, elles continueront à le faire avec le nouveau président, pour tenter de démontrer que si les indépendantistes sont au pouvoir, eh bien les relations avec la Chine ne peuvent pas être bonnes, et puis même il y aurait des risques de conflit. En réalité, on va être encore une fois, je pense, dans la continuité. La Chine peut difficilement agir d'une manière, par exemple, envahir Taïwan me paraît tout à fait improbable. Donc, à la fois une impuissance de la part de Pékin à peser sur les élections taïwanaises, on l'a bien vu avec le résultat, les Taïwanais choisissent qui ils veulent, peu importe ce que pense Pékin, mais en même temps, des provocations pour, encore une fois, tenter d'affaiblir le gouvernement, le président indépendantiste. Alors, on entend beaucoup de raccourcis, hein. Tout ça est beaucoup plus subtil si on analyse de près. Le Kuomintang, par exemple, parti historique aux relations complexes avec la Chine, a lui aussi beaucoup changé. Oui, alors le Kuomintang, donc historiquement, effectivement, était extrêmement nationaliste et considérait qu'il n'y avait qu'une seule Chine, et même que la République de Chine à Taïwan devait un jour reconquérir le continent. Et donc ça, c'est un point commun quand même avec Pékin, c'est qu'il considère que Taïwan fait partie de la Chine. La grosse différence, c'est que pour le Kuomintang, la Chine, c'est la République de Chine à Taïwan, alors que pour Pékin, c'est la République populaire de Chine sur le continent. Donc déjà, il y a une divergence là-dessus. Et puis surtout, le Kuomintang a beaucoup évolué, surtout depuis que la Chine a imposé une politique de répression très sévère depuis 2020 à Hong Kong. Hong Kong qui devait servir d'exemple, de montrer qu'on pouvait être rattaché à la Chine et garder son système politique. Et puis finalement, Xi Jinping a imposé un contrôle politique et idéologique très fort sur Hong Kong. Et évidemment, aujourd'hui, le Kuomintang, et personne d'ailleurs à Taïwan n'a envie de suivre ce modèle que les Chinois appellent un pays de système. Statut très particulier de Taïwan, il faut y revenir. On l'a vu dans le sujet, seuls 12 pays reconnaissent officiellement Taïwan. Encore là, tout récemment, Nauru dans le Pacifique vient de rompre ses relations, sous pression de la Chine? Oui, évidemment, sous pression de la Chine. C'est un petit acte de vengeance contre la victoire de William Lai. Ceci dit, Nauru, c'est la 4e fois ou la 3e fois, je crois, qu'il change d'allégeance. Ils reconnaissent Taïwan et ensuite Pékin en fonction des intérêts. C'est certain que ce n'est pas au niveau des reconnaissances officielles diplomatiques que Taïwan peut aujourd'hui s'imposer. C'est important quand même de garder quelques pays qui reconnaissent Taïwan, ne serait-ce que pour pouvoir poser par exemple des questions à l'ONU concernant Taïwan. Ça, c'est important. Si Taïwan perdait absolument tous les pays qui la reconnaissent, ça poserait un problème diplomatique. Mais Taïwan a beaucoup de relations non officielles avec énormément de pays, même si ce ne sont pas des relations diplomatiques pleines et entières. Pour bien comprendre cette situation particulière, il faut faire un détour par l'histoire, c'est important. C'est ce que nous propose Elsa Anguinolfi. C'est lors de la guerre civile chinoise que s'est jouée en partie la destinée de l'île de Taïwan. Les troupes communistes de Mao Tse-tung et les forces nationalistes de Chiang Kai-shek se disputent le contrôle du territoire. Face à la déroute de leurs forces à la fin des années 40, les nationalistes fuient. Près de 2 millions de personnes se réfugient à Taïwan, où Chiang Kai-shek transfère le gouvernement de la République de Chine. Il dirige l'île d'une main de fer à la tête du Kuomintang, le parti unique, et veut croire à une possible reconquête du continent. En 1954, en pleine guerre froide, les États-Unis signent avec Taïwan un traité de défense mutuelle, alors que pour le Parti communiste au pouvoir en Chine continentale, l'île reste l'une de ses provinces.
Pour améliorer les relations sino-américaines, nous devons commencer par des questions de principe. D'une part, les États-Unis et la Chine doivent parvenir à un accord de coexistence pacifique. D'autre part, les États-Unis doivent retirer toutes leurs forces armées de Taïwan et du détroit de Taïwan. Les États-Unis finissent par reconnaître la Chine communiste en 1979 et mettent fin à l'alliance de défense qui les lie à Taïwan. C'est le début de la politique américaine d'ambiguïté stratégique. Washington arme Taïwan, mais refuse de dire si le pays interviendra militairement pour défendre l'île en cas de conflit avec la Chine. Taïwan se démocratise progressivement et organise sa première élection présidentielle au suffrage universel en 1996. L'île est aujourd'hui considérée comme l'un des pays les plus démocratiques au monde. Parmi tous les pays qui parlent le mandarin, nous sommes probablement le seul qui peut parler le mandarin avec un esprit libre. Singapour n'est pas aussi libre, la Malaisie non plus, sans même parler de la Chine. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons avoir un jour un référendum sur notre autodétermination nationale pour décider si nous voulons que Taïwan soit un pays indépendant ou fasse partie de la Chine. La part des habitants de l'île qui se définissent comme taïwanais et non comme chinois a fortement augmenté depuis les années 90. Valérie Niquet, l'histoire est enseignée de manière très différente, évidemment, de part et d'autre du détroit. Avec la question identitaire qui est centrale, on voit vraiment ce sentiment d'appartenance de plus en plus marqué auprès des Taïwanais. Ah oui, alors c'est certain, par rapport, si on compare avec il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, plus de 60%, 62% je crois, des Taïwanais se considèrent comme Taïwanais. Et encore, 30% se considèrent comme Chinois, mais aussi Taïwanais. Donc c'est des proportions qui sont bien plus importantes que ce qui existait par le passé, et ils sont très peu nombreux à ne se considérer que comme Chinois. Donc en fait, l'identité taïwanaise s'est considérablement renforcée, et il y a à la fois l'identité culturelle, bien que Taïwan, il ne faut pas le nier, est de culture chinoise. Hein. La majorité des habitants actuellement à Taïwan sont les descendants de migrants qui sont venus du Fujian et aussi du continent après 1949. Il y a une proportion importante qui sont venus du continent après 1949 avec Chiang Kai-shek pour se réfugier sur l'île. Mais l'identité taïwanaise s'est développée autour de la langue taïwanaise, qui est très proche de la langue du Fujian, de l'autre côté du détroit, mais surtout autour du système politique et de la liberté, de la créativité culturelle de cette île. Taïwan est une démocratie, c'est la principale différence avec le régime politique qui existe sur le continent, et je pense que cette démocratie extrêmement vivace, très fonctionnelle, une des plus en pointe en Asie, même si on la compare avec d'autres pays comme le Japon, la Corée du Sud, sans parler de Singapour, qui est beaucoup plus autoritaire. Donc l'identité taïwanaise, elle tourne autour aussi du régime politique démocratique et celui de l'île. C'est ça, cet attachement à la démocratie. On a entendu ce monsieur dans le reportage qui souhaitait se prononcer sur l'autodétermination. Vous pensez qu'on pourrait voir un jour ce référendum ça, c'est justement une des lignes rouges que Pékin ne veut pas voir franchie. La consultation de la population taïwanaise. D'abord, constitutionnellement, effectivement, Taïwan ne pourrait pas changer de statut, c'est-à-dire décider de se rattacher à la Chine, par exemple, sans consultation référendaire, sans plébiscite de la population. Mais ce serait évidemment un casus belli pour Pékin. Et donc, pour le moment, ça n'est pas du tout vers ça qu'on s'oriente. On s'oriente plutôt, encore une fois, vers un statu quo. Pas de déclaration d'indépendance et refus évidemment de toute conquête par Pékin. Et du côté chinois, on s'en tient à ce principe d'une seule Chine. Alors, si on le confronte à la réalité historique, qu'en est-il de ce principe ? En fait, Taïwan n'a pas véritablement été rattaché à la Chine. Alors, nominalement, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, l'empire des Qing, qui était mandchou d'ailleurs, contrôlait officiellement, contrôlait Taïwan, mais en réalité n'était présent que dans une toute petite partie du territoire qui était occupée par des populations aborigènes locales, des tribus qui étaient très souvent en guerre les unes avec les autres et qui avaient
avait tendance à rejeter toute incursion étrangère. Donc le contrôle chinois était très limité. Et ensuite, en 1895, il y a eu une guerre entre la Chine, l'Empire des Qing et le Japon. Et l'Empire des Qing, assez facilement, a donné Taïwan comme une colonie au Japon. Et c'est resté une colonie japonaise jusqu'en 1945. Donc le contrôle par le continent s'est fait après 1945 avec les troupes nationalistes qui ont débarqué sur l'île. Il y a eu d'ailleurs des épisodes de répression extrêmement sévères qui ont marqué les Taïwanais, qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Taïwanais, la mémoire de la colonisation japonaise est beaucoup plus positive, contrairement à ce qui se passe en Corée, par exemple, que l'arrivée des continentaux sur l'île. Et ensuite, il y a une période de dictature très autoritaire jusqu'au milieu des années 90, mais Taïwan a réussi, à partir des années 90, un processus de démocratisation très particulier en Asie et très efficace. En Europe, on parle beaucoup du modèle démocratique, mais Taïwan, c'est une vraie réussite en la matière. Voilà. Et donc, en fait, Taïwan n'a jamais véritablement fait partie déjà de la Chine et encore moins de la République populaire de Chine. Voilà, principe d'une seule Chine, donc c'est un peu une rhétorique. Au-delà de ce discours nationaliste d'une revanche sur le passé, il y aurait un intérêt très concret pour la Chine de faire sauter ce verrou de Taïwan pour bénéficier d'une porte d'accès vers les eaux profondes de l'océan Pacifique. C'est ce qu'on va voir grâce à Nathalie Boujard. Alors que la Chine accentue la pression, les militaires taïwanais s'exercent à contrer une éventuelle invasion. Je tiens à souligner une nouvelle fois que nous devons nous renforcer afin de garantir la paix dans le détroit de Taïwan. Plus nous sommes unis, plus nous sommes en sécurité. Plus Taïwan sera en sécurité, plus le monde sera en sécurité. C'est que la République populaire est certes une grande puissance, mais elle a un handicap majeur. Ses 15 000 km de côte sont bordés de mers peu profondes. Une première chaîne d'îles la sépare de l'océan Pacifique. Corée du Sud, Japon, Taïwan et Philippines. 4 pays qui accueillent des bases et troupes américaines. Un des nombreux remparts militaires mis en place par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Pour casser cet endiguement, avoir accès aux eaux plus profondes, la Chine tente d'étendre son territoire, occupe et revendique des bouts d'archipels, de récifs. Elle s'appuie pour cela sur une carte dite des 9 traits, qui remonte à 1947. 80% des eaux de la mer de Chine méridionale appartiendraient ainsi à la République populaire. Mais ses voisins, Vietnam, Malaisie, Brunei et Philippines, revendiquent leur zone économique exclusive. En 2016, le tribunal arbitral de La Haye a jugé les exigences chinoises comme étant juridiquement infondées. Réaction. C'est qu'un bout de papier qui ne sera pas exécuté. C'est bon à jeter, à mettre aux archives. Les contentieux portent principalement sur les îles Paracels, Spratleys et l'atoll de Scarborough, entourés d'eau profonde. Afin de s'imposer, la République populaire pratique une politique du fait accompli. Elle marque le territoire sans répit, grâce à ses gardes-côtes, mais aussi une milice civile composée de pêcheurs. Jets d'eau de dissuasion, manœuvres dangereuses, les incidents se multiplient. J'essayais d'entrer dans le haut fond d'Ayungin, dans les Spratleys, mais le navire des gardes-côtes chinois a soudainement traversé notre proue. Ce n'est qu'un des harcèlements de la Chine pour nous empêcher d'entrer dans le haut fond. L'accès aux eaux profondes est indispensable pour que la marine militaire chinoise, et plus particulièrement les sous-marins, puissent se déplacer sans être repérés ou gênés. En cela, Taïwan est une clé de voûte géostratégique pour la République populaire. Si elle contrôlait l'île, ses sous-marins auraient directement un accès à des eaux de 1300 mètres de profondeur, pourraient se diluer rapidement dans le Pacifique, voire approcher des côtes américaines. Les États-Unis seraient à portée de tir. Un changement de paradigme pour toute la région. Valérie Niquet, on entend beaucoup ici, évidemment, le point de vue occidental. On peut très bien aussi comprendre le point de vue chinois, qui parle là de menace américaine, puisqu'on entend toujours ici le côté menace chinoise.
Oui, alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que alors on parle beaucoup aussi de la rivalité sino-américaine et Taïwan serait le résultat, les tensions à Taïwan seraient le résultat de cette rivalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des pays d'Asie souhaitent une forte présence américaine. Alors il y en a qui ont des accords de défense, comme le Japon par exemple, la Corée du Sud et d'autres avec les États-Unis pour équilibrer une puissance chinoise qui fait peur. Et tout ça est le résultat d'une stratégie chinoise beaucoup plus agressive, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, la Chine avant était plutôt perçue comme une opportunité partout en Asie. L'économie chinoise était vraiment une opportunité pour l'ensemble de la région, y compris pour Taïwan. Mais avec cette stratégie de plus en plus nationaliste et agressive de la part de la Chine, les pays de la région veulent de plus en plus d'Amérique. Et donc ça, évidemment, ça crée un problème avec les Chinois, puisque les États-Unis freinent en quelque sorte la capacité de la Chine d'imposer leur volonté sur l'ensemble de la région. La Chine qui considère que toute cette région, dans le fond, c'est sa zone d'influence. En fait, c'est le retour à une vision un peu mythifiée de ce qu'on appelait le système tributaire, où l'Empire de Chine avait une influence sur l'ensemble de la zone. Un peu une doctrine Monroe à la chinoise, où on exclurait toutes les puissances extérieures de la région. En fait, ça n'a jamais été véritablement mis en œuvre, et ce n'est pas du tout ce que veulent les pays de la région. Donc, ça n'est pas possible de mettre en place cette vision du Parti communiste chinois, d'une Chine qui dominerait l'ensemble de la zone avec exclusion de toutes les puissances extérieures. Compte tenu de tous ces éléments, est-ce que la Chine, selon vous, pourrait passer à l'attaque, pourrait s'emparer de Taïwan? Alors, s'il le pouvait matériellement et militairement, bien sûr, je pense qu'il le ferait, mais la Chine n'est pas prête en réalité. Bien sûr, les capacités militaires chinoises se sont considérablement développées. C'est le deuxième budget dans le monde derrière les États-Unis, très loin devant ceux de ses voisins. Mais enfin, envahir Taïwan ou déclencher une opération militaire contre Taïwan, déjà matériellement, ça n'est pas la frontière entre la Russie et l'Ukraine. On l'a vu, plus de 160 km de mer entre la Chine et Taïwan, donc c'est très difficile à traverser, les défis logistiques sont énormes, et puis la guerre, ça veut dire éventuellement des sanctions, et la Chine économiquement ne va pas très bien, est très dépendante du monde extérieur, et si le Parti communiste veut se maintenir au pouvoir sur le continent, ça n'est pas le moment de se lancer dans une telle aventure. Mais ce n'est pas le moment également de relâcher la pression. Il faut être vigilant, effectivement, et si la Chine pensait qu'il n'y aurait aucune réaction à une pression militaire de sa part sur Taïwan, il serait peut-être tenté. Donc la Chine doit comprendre que ça aurait un coût considérable. Mais la Chine maintient cette pression aussi en permanence. Effectivement, elle le maintient d'autant plus qu'elle ne peut pas véritablement récupérer Taïwan par la force. Donc tout ce qui est manœuvre de ce qu'on appelle les zones grises ou pression de la guerre de l'information est destiné aussi à tenter d'affaiblir la position de Taïwan ou des dirigeants indépendantistes qui sont au pouvoir à la présidence, mais ça n'a pas véritablement non plus de résultat direct sur le fait que Taïwan demeure en fait indépendante en réalité du continent. Pensez-vous qu'un jour on verra une réunification pacifique ou alors une séparation pacifique ? Tout ça va dépendre de l'évolution du système politique interne en Chine. Si on assiste, pourquoi pas, à une évolution graduelle du régime à la taïwanaise, à une forme de démocratisation, on pourrait tout à fait imaginer des relations apaisées, soit vers plus d'indépendance, soit vers plus de rattachement des deux côtés du détroit. Pour le moment, c'est évidemment une solution que Pékin rejette absolument. L'évolution pacifique du régime ne fait pas partie des ambitions de Xi Jinping. Merci infiniment Valérie Niquet. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de Taïwan face à la Chine, paru chez Talandier dans la collection Texto. Merci beaucoup. L'une des grandes forces de Taïwan sur le plan économique, mais avec des répercussions géopolitiques, c'est son immense maîtrise de la chaîne de fabrication des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, on les retrouve partout, dans les appareils électroniques, et tout le monde en dépend. Les tensions autour de Taïwan ont provoqué une véritable guerre des puces entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. Voici notre rubrique « Mais encore », elle est signée Jean-Philippe Chalère. Impossible de s'en passer. Tous nos objets du quotidien dépendent des puces électroniques. Smartphones, téléviseurs, voitures, sans elles, tout s'arrête. Taïwan produit plus de 60% des semi-conducteurs, dont 90% des plus avancés. Un secteur qui représente 15% du PIB de Taïwan. La Chine est son premier client. C'est ici, dans cette gigantesque usine de TSMC qu'elles sont produites, en particulier les puces les plus petites de 2 et 3 nanomètres.
L'industrie taïwanaise des semi-conducteurs joue un rôle stabilisateur dans le contexte des tensions géopolitiques mondiales. Par exemple, les nombreux conflits entre les États-Unis et la Chine. Et pas seulement la guerre des puces. Tous savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans TSMC. Dans la capitale, Taipei, ce salon attire les industriels du monde entier. Ce consultant aide les entreprises européennes à collaborer avec Taïwan. Taïwan a une place extrêmement importante dans le monde. On va trouver ici les usines qui vont permettre la fabrication du semi-conducteur, c'est-à-dire en partant de la matière première pratiquement jusqu'à des puces qu'on va retrouver dans les composants électroniques. Mais les tensions autour de Taïwan ont provoqué la guerre des puces entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, sur fond de relocalisation. Une usine de TSMC est en cours de construction en Arizona. Je pense que les États-Unis ont commencé à pratiquer une politique industrielle en matière de puces. Et une partie de cette politique industrielle consiste à ralentir les progrès de la Chine dans le domaine des puces. Je n'ai vraiment rien à dire à cela. En fait, je dirais même que je la soutiens. Pour empêcher la Chine de fabriquer les puces les plus performantes destinées aux armes intelligentes, les États-Unis ont pris des sanctions que sont obligées d'appliquer des entreprises européennes. C'est le cas du néerlandais ASML, leader des machines de lithographie pour puces de pointe, partiellement interdites de vente en Chine. L'avenir d'une bonne partie de l'industrie mondiale, grande consommatrice de puces, dépend de ce qui va se passer à Taïwan. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver Géopolitis, émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, en tout temps sur l'application Play RTS ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au menu, l'espace et ses enjeux géostratégiques. D'ici là, portez-vous bien.